Alors, Madame la secrétaire d'État, Madame la directrice de l'IFC, conseillère culturelle, chers invités, mes collègues, les amis de la Bibliothèque nationale, je suis très contente et très honorée aujourd'hui de recevoir avec vous le professeur Jean-Pierre Changeux. Et c'est une invitation à un nouveau voyage scientifique que nos collègues de l'IFC nous offrent à chaque fois. Donc on va avec monsieur le professeur faire un voyage dans la communication cellulaire, c'est ça? Donc merci d'être là et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble, j'en suis sûre, malgré les spécialités très pointues auxquelles on a droit à travers ces conférences du Collège de France. Nous avons pris l'habitude d'apprécier la qualité des conférences et leur accessibilité. Je donne la parole à Madame la conseillère culturelle. Bonjour, je voulais juste dire quelques mots pour remercier Madame Kamarti, directrice de la Bibliothèque nationale, tout particulièrement Madame Milady, la secrétaire d'État à la santé, et puis évidemment Jean-Pierre Changeux que nous avons l'honneur d'accueillir. Vous rappelez aussi le cadre de ces conférences. Donc nous avons l'immense chance d'avoir les professeurs du Collège de France qui nous offrent des conférences par série de 2, une conférence, disons, plus destinée à un public plus spécialiste que nous tenons à l'Académie Beth Halikma que nous avons tenue hier, et puis une conférence à un public toujours averti, mais peut-être un peu plus large, que nous tenons à la Bibliothèque nationale. Je crois que c'est une grande chance pour la coopération franco-tunisienne de poursuivre les relations qui existent entre les personnes, puisqu'il y en a beaucoup qui ont pu faire leurs études, travailler ensemble dans différents labos de recherche, et puis des institutions, de pouvoir accueillir les professeurs du Collège de France, dont la doctrine est d'enseigner tout. Donc nous avons la chance d'avoir eu depuis la rentrée universitaire des matières aussi différentes que l'archéologie, la médecine déjà, et là les neurosciences. Donc vraiment merci beaucoup à vous, monsieur le professeur. Et je vous signale juste donc la dernière conférence de ce cycle de l'homme artificiel qui aura lieu, donc les deux conférences, les 5 et 7 avril, qui seront données par Nicole Ledouarin, qui est une spécialiste de neurobiologie. Voilà. Merci beaucoup, bonne conférence. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire quel plaisir j'ai et quel honneur j'ai à recevoir ici dans cette auguste bibliothèque le professeur Jean-Pierre Changeux et à le remercier très chaleureusement pour l'honneur qu'il nous fait en étant aujourd'hui présent parmi nous une nouvelle fois dans le cadre du cycle du Collège de France dédié à l'homme artificiel. Comme je l'ai déjà souligné hier à Beit al-Hikma, nous sommes très heureux d'accueillir un neurobiologiste de renom qui a su ouvrir un débat scientifique aux résonances philosophiques et humanistes. Nous l'écouterons avec d'autant plus d'intérêt que son exploration scientifique implique, au fil du temps, des approches de plus en plus multidisciplinaires. Nos spécialistes en neurosciences, en génétique moléculaire et en sciences du comportement, présents ici, qui essaient d'avoir en permanence une vision prospective afin de préparer au mieux les adaptations nécessaires aux évolutions des connaissances et du cheminement à travers neurones et synapses, lui en seront gré. Je sais bien qu'il serait peut-être difficile de construire une approche de recherche en neurosciences à l'identique en Tunisie. Mais nous avons la bonne chance d'avoir des équipes universitaires compétentes et motivées qui ont compris les enjeux de l'avenir et qui réussiront certes grâce à leur esprit d'ouverture et à leur sens de la coopération avec les unités des pays évolués, à l'instar de la France, à organiser leurs travaux pour atteindre un niveau de recherche et de pertinence de qualité remarquable, tout en tenant compte des spécificités tunisiennes. Sans plus tarder, je remercie encore une fois le professeur Changeux de l'honneur qu'il nous fait aujourd'hui d'être des nôtres, et je sais son engagement personnel pour faire de ce cycle une réussite. Qui veuille bien prendre la parole, au nom de tous les présents, je l'en remercie d'avance.
merci professeur pour cette remarquable conférence qui nous a fait vraiment voyager. Et je voudrais vous poser une question, faire une remarque. Volontiers. On est là pour ça, hein. On est là pour débattre. Et je voulais juste revenir sur une hypothèse de Nietzsche dans le temps qui disait que tout s'incrustait avant 6 ans et tout ce qui venait après était réversible. Et j'ai l'impression que là, vous montrez une plasticité neuronale et une mise en place neuronale qui se fait jusqu'à un âge très avancé en montrant une photo une peinture du bonheur familial en disant que même un grand-père pouvait avoir une autre vision effectivement, oui, et qui était vous ramenez tout à justement à des synapses qui se mettaient en place, etc. Est-ce que donc il faut remettre en effectivement Nietzsche n'avait pas les moyens qu'on a maintenant en neurobiologie pour savoir ce qui se faisait dans le cerveau. Je pense que la connaissance depuis Nietzsche a fort heureusement évolué sur le plan neurobiologique et que les progrès sont considérables depuis une cinquantaine d'années et seront considérables dans les 50 prochaines années. Ce que j'ai dit mérite d'être peut-être nuancé. Je n'ai pas suffisamment insisté sur les nuances. D'ailleurs, vous voudrez me pardonner, d'ailleurs, parce que pour tout mon exposé, je suis nécessairement un peu caricatural à chaque moment. Enfin, j'ai dû simplifier pour faire comprendre l'idée et la philosophie sous-jacente. Mais il est évident que ce qui se passe avant 6 ans est extrêmement important. Et c'est la mise en place du langage en particulier. Et du langage parlé d'abord, et puis du langage écrit, et aussi, disons, de la conscience de soi et de la conscience d'autrui qui se développe entre 4 et 6 ans. Donc il y a une mise en place très importante. Ce que j'ai voulu dire, c'est que cette évolution elle va continuer quand même vers l'âge adulte et même se poursuivre. Donc il y a cette mise en place des circuits très importants au cours du développement immédiatement postnatal, et puis ensuite, si vous voulez, une variabilité plus discrète et plus subtile. Mais cette mise en place avant même l'adolescence est évidemment tout à fait fondamentale, et ce qui pose évidemment problème, hein. Vous le voyez tout de suite. Peut-être que Nietzsche a posé cette question, j'en sais rien. Le problème est que notre société évolue beaucoup plus rapidement que notre cerveau dans ce sens-là. Parce que autrefois, si vous voulez, si je dis autrefois, c'est-à-dire au moment où l'Homo sapiens est apparu sur Terre, il n'avait qu'une durée de vie de, disons, 30 ans ou 40 ans. Maintenant, on a une durée de vie de 70 à 80 ans. Et notre cerveau s'est formé et a reçu ses empreintes. Moi, je le vois pour moi. Bon, mon cerveau a reçu une empreinte d'un environnement qui était tout autre que celui dans lequel je vis aujourd'hui. Il y a eu, disons, 65 ans qui se sont passés entre mon enfance et aujourd'hui. Eh bien, c'est pendant ces 65 ans, l'environnement a évolué et je peux très bien me trouver en conflit avec l'enseignement que j'ai reçu quand j'étais enfant. Et ça, si vous voulez, on tombe dans des questions qui sont extrêmement vivantes, extrêmement vives en ce moment, dans ces notions de conflit culturel. Parce qu'il est évident que le monde peut évoluer à une manière extrêmement rapide et que l'enfant ou l'adulte qui a reçu un enseignement ou qui a été éduqué dans une tradition quand il était enfant va se retrouver adulte confronté à un autre monde et il va soit l'accepter soit le rejeter. Et vous voyez, je ne fais que réfléchir avec vous en parlant sur ces questions-là. Vous voyez à quel point ces questions sont sensibles aujourd'hui. Et je pense qu'on oublie trop que les traces épigénétiques sont des traces extrêmement stables. Et qu'en fait, quand je parlais de lavage de cerveau, de changement d'opinion, d'évolution des mentalités, eh bien, ça ne peut pas se passer du jour au lendemain.
On ne peut pas dire à quelqu'un « tu crois ça, maintenant tu crois autre chose ». Il ne le fera pas, il le rejettera. Il le rejettera parce que c'est dans son organisation cérébrale et qu'on ne peut pas le forcer à changer de disposition qu'il a du jour au lendemain. On ne peut pas me demander d'abandonner le français pour parler chinois du jour au lendemain ou d'abandonner le français pour parler arabe. Je n'arriverai pas à le faire. Et ça peut être fait quand on est enfant. On peut rapidement changer de langage, on peut en apprendre 2 et 3 facilement. Quand on est adulte, c'est beaucoup plus difficile. Donc cette empreinte épigénétique, vous voyez, on a souvent parlé de l'empreinte des gènes. Je sais que c'était une tradition, puis à la fois idéologique et philosophique, de dire « Ah, mais ce sont les gènes qui déterminent votre comportement, etc. » Et je pense qu'il y a une autre dimension auquel il faut vraiment maintenant prêter plus considération, c'est justement l'empreinte de l'éducation, l'empreinte de l'environnement dans lequel l'enfant s'est développé et qui peut entraîner des états cérébraux qui vont se trouver, par exemple, quelquefois en conflit avec une évolution de la société. Voilà. Donc c'est un problème très sérieux et c'est tout le problème de l'éducation, d'ailleurs. Je crois que, de mon point de vue, on ne peut guère évoluer dans les mentalités que par l'éducation. J'aurais une toute petite deuxième question. Est-ce que vous avez montré une physiologie du conscient, du non-conscient, et oui. Est-ce qu'on peut espérer un jour voir une physiologie ou une matérialisation de l'inconscient? Oui, bien sûr, le non-conscient, c'est de l'inconscient. Le psychanalyste à côté de vous n'est pas tout à fait d'accord. Neurologue. Mais enfin, disons que là, je vais vous répondre très humblement. Je pense que c'est un domaine qui est actuellement en pleine exploration. Et si ce sujet vous intéresse, il y a un livre de Lionel Nakache, qui était un des collaborateurs de Stanislas Dehaene, qui a fait ce travail et qui a publié, qui est neurologue justement à la Salpêtrière, et qui a publié tout un travail sur le non-conscient et l'inconscient. Donc on ne les mélange pas, moi je dis non-conscient parce que je ne veux pas entrer dans le système freudien, j'essaye de me tenir à l'écart, mais d'autres personnes souhaitent justement faire la liaison, et lisez ce livre de Lionel Nakache, il est sur ce sujet. Messieurs. Je voulais dire que la conférence d'hier était indiscutable. Oui. Mais celle-ci l'est un peu moins. Ah, bien entendu. Pour une raison simple. Elle est faite intentionnellement. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que les incidences affectives, intellectuelles et morales oui. sont accompagnées par des traces oui. que l'on peut saisir au niveau neurobiologique. Bien sûr. Mais ce qui pose problème, c'est comment on peut faire le passage de l'un à l'autre, parce que ça peut suggérer une forme de réduction. Et ça, c'est ce contre quoi s'insurgent tous les linguistes et les anthropologues, à savoir qu'il y a un arbitraire, un arbitraire au sens linguistique, oui. un vide, un hiatus oui. entre le mot et la chose, pour parler comme Foucault, oui. ou bien comme Lévi-Strauss, pour dire comme le système qui, selon beaucoup comme Lévi-Strauss, est infranchissable. Pour une raison simple, c'est que pour dire un mot, il faut qu'il y ait une distance. Et pour réduire cette distance, on abolit les conditions de fonctionnement de l'esprit humain. Voilà ce que dit Lévi-Strauss. Écoutez, je vais vous dire une chose. Il y a quand même une séparation entre les deux qui est difficile à enjamber comme ça. Alors d'abord, pour commencer, il est évident, j'ai prévenu que cet exposé était plus spéculatif que celui de la dernière fois, et que c'était un exposé sur lequel je prenais une position, que je vous confiais cette position, et je suis heureux qu'il y ait un débat, déjà, pour commencer, puisque c'était un exposé qui était fait pour susciter un débat et au moins introduire une réflexion. C'est déjà mieux que rien, parce que, fort heureusement, les choses ont évolué depuis... notre ami Lévi-Strauss, qui était encore vivant, j'ai vu récemment, qui a célébré ses 100 ans. Eh bien, pour vous dire une chose, j'ai conservé un mot qu'il a écrit lorsqu'il a lu L'homme neuronal.
et il m'a, par ce mot, signifié qu'il considérait que c'était un livre important qui faisait évoluer les idées. Donc ce n'est pas pour me vanter, hein, c'est simplement pour vous dire que Claude Lévi-Strauss non seulement n'est pas hostile à cette démarche, mais au contraire va dans ce sens-là. Alors maintenant, arriver à résoudre tous les problèmes qui se posent au niveau anthropologique, ethnologique ou philosophique, je l'ai dit et répété au cours de cet exposé, nous n'en sommes pas encore là. Mais c'est un domaine de réflexion considérable. Alors on peut très bien rejeter cette approche, avoir une approche dualiste, comme certains anthropologues et ethnologues ont, mais de moins en moins. Si vous regardez Godelier, Sperber et tous les autres, vous verrez qu'ils pensent comme moi. On est embarqué dans le même wagon. Ce qui ne veut pas dire qu'on a tout compris, mais ça veut dire qu'il y a un domaine de recherche. Et peut-être ce que j'aurais dû dire, et je reste dans ce cadre philosophique qui était celui de mon introduction, je vous propose un programme de recherche. Voilà ce que je vous propose. Et c'est ce que je tiens à vous dire. Je vous propose un programme de recherche pour les années à venir. Je ne vous apporte pas une solution à tous vos problèmes philosophiques. Je vous propose, réfléchissons ensemble dans ce domaine, dans ce territoire qui se situe à l'interface entre les neurosciences et les sciences de l'homme. Et encore une fois, merci pour votre commentaire critique. Nous n'avons pas tout résolu, loin de là, et je pense que ce qu'un exposé de cette nature vise, ce à quoi il vise, c'est de réfléchir encore une fois et de progresser dans cette réflexion. Bonjour. Alors, je voudrais poser une question en fait en rapport avec l'expérience que vous avez montrée sur l'alphabétisation et la connectivité neurale. Oui, absolument. Quelle définition, comment est-ce que vous définisseriez l'intelligence dans tout ça? Chez un individu qui est illettré, est-ce qu'il a une connectivité neurale plus importante ou est-ce que ça se passe ailleurs, autrement? D'abord, il y a la démonstration que la connectivité est différente. Eh bien, cette démonstration, elle a été obtenue par Desjrine, au début qui était un grand neurologue qui a travaillé en France, au début du siècle, enfin du XXe siècle, et qui a le premier démontré que certaines lésions dans notre cerveau entraînent une perte, par exemple, de la lecture. C'est une alexie, sans avoir de trouble de l'écriture. Sans agraphie, c'est-à-dire une alexie sans agraphie, c'est-à-dire que le sujet n'est plus capable de lire, mais sait écrire. Évidemment, il ne lit pas ce qu'il écrit, mais il a conservé. Ça veut dire qu'il y a des circuits d'une extrême spécialisation qui se développent dans notre cerveau. Évidemment, on ne voit pas d'effet de ce genre chez une personne qui ne sait pas lire et écrire. Question posée, quand vous réorganisez le cerveau, comment cette réorganisation va se produire et au détriment de quoi, hein? Alors, moi, je considère qu'il y a une épigénèse qui est obligatoire dans le développement des réseaux de neurones. C'est-à-dire qu'il faut que le cerveau interagisse avec le monde extérieur et avec lui-même, d'ailleurs, pour arriver à la mise en place des circuits de l'adulte. Alors, si l'invention de l'écriture s'est développée, si ces circuits de l'écriture se sont mis en place dans notre cerveau, c'est qu'il y avait cette possibilité d'adaptabilité, de flexibilité dans l'épigénèse neuronale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces circuits doivent servir à autre chose chez celui qui ne sait ni lire ni écrire. Et vraisemblablement, ces circuits vont intervenir pour la reconnaissance des formes d'arbres ou des choses de genre. Et vous savez que dans les peuples sans écriture, il y a des dictionnaires, par exemple, extraordinairement développés pour toutes les plantes qui sont susceptibles de rencontrer dans la forêt. Chez les Esquimaux, c'est pour les couleurs de la neige et tous les divers états qui sont totalement passés sous silence, ou pas vus même, par les Occidentaux. Donc,
moi, je ne m'inquiète pas du tout pour l'illettré, c'est-à-dire qu'il va en fait perfectionner un certain nombre de dispositions ou élargir certaines dispositions qui existent chez les peuples sans écriture et qui arrivent à un certain niveau de connaissance, mais évidemment, quand il saura lire et écrire, il aura accès, et à mon avis c'est ça qui est très important, aux mémoires non neuronales. Et cet accès aux mémoires non neuronales, c'est les livres qui les stockent. Et les peuples sans écriture se fient à leur propre mémoire. C'est-à-dire qu'on peut effectivement avoir toute une mythologie, toute une histoire culturelle propre à cette société qui se transmet de génération en génération. Mais vous voyez tout de suite qu'elle est très limitée. Alors que nous disposons maintenant, grâce à cette bibliothèque, entre autres, et à toutes les bibliothèques dans le monde, un savoir considérable dans lequel chacun d'entre nous peut aller puiser. Donc vous voyez cet énorme avantage de savoir lire et de savoir écrire, et de savoir utiliser les expériences passées, les expériences d'autrui, pour son propre compte et pour son propre bénéfice ou pour celui du groupe auquel on appartient. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que quelqu'un qui ne sait pas lire est moins intelligent que celui qui sait lire. D'abord, le mot intelligence, vous avez pu remarquer, je ne l'ai pas utilisé. De toute façon, je ne l'utilise pas. Donc c'est vous qui l'avez utilisé. Je pense simplement que celui qui ne sait pas lire se trouve coupé de tout un savoir que celui qui sait lire va pouvoir utiliser. Donc de ce fait, il sera évidemment, il aura moins de possibilités dans la vie de tous les jours et évidemment dans ses activités intellectuelles. Deux questions. Une en deuxième rangée, puis au fond. Oui, ma question est la suivante. Où en sommes-nous au niveau du cerveau humain en matière de connaissance de mémoire? Un savant japonais a montré récemment qu'un chimpanzé était capable de mémoriser beaucoup plus facilement qu'un être humain. Ensuite, au niveau du l'inné et de l'acquis, oui. On sait très bien que certains animaux, notamment en matière de sens de l'orientation, sont capables de faire beaucoup mieux que l'homme. Oui. Merci. Bon, d'abord, dernière question. Les animaux sont capables de faire beaucoup mieux que l'homme, ça c'est sûr. Prenez le cas des oiseaux. D'abord, ils sont capables de voler, pour commencer, ce que nous ne sommes pas capables de faire, sauf si on construit un avion pour nous transporter dans les airs. Donc, ils sont beaucoup plus performants. Ils chantent beaucoup mieux que nous et ils ont une oreille qui est aussi beaucoup plus performante. Donc, à certains égards, rien que sur ces exemples, il est évident que certaines dispositions du cerveau de l'homme sont beaucoup moins performantes que celles de certains animaux. Et je dirais même qu'une chose très surprenante, c'est qu'il y a un certain nombre de gènes qui se réduisent en nombre en passant du rat à l'homme. Et entre autres, les gènes olfactifs, de l'olfaction, ça a été étudié très en détail. Et on peut noter qu'il y a moins de gènes fonctionnels pour l'olfaction qu'il y en a chez le rat ou chez le chien. Et nous avons perdu en capacité, en aptitude pour la reconnaissance du monde olfactif. Donc je crois que cet aspect-là est indéniable. Maintenant, quelle était la première partie de votre question ? La mémoire également. Bon, la mémoire. Alors là, la mémoire, l'inné, ça j'en ai déjà suffisamment parlé, et l'acquis aussi. La mémoire fait partie de l'acquis. Quand j'ai parlé de l'épigénèse et l'apprentissage du langage et de l'apprentissage des traditions culturelles, que sais-je encore, c'est de la mémoire à long terme. Ça, c'est, donc tout ce que j'ai dit sur l'évolution synaptique concerne la mémoire. Donc, je vous ai déjà longuement parlé de ça dans mon exposé. Alors maintenant, il y a la mémoire à court terme, et ça, on pense que ce sont des... dans la mémoire épisodique, par exemple, ce sont ou la mémoire à court terme en général, plutôt, c'est une mémoire qui fait intervenir des changements d'efficacité synaptique qui sont en partie réversibles. Donc, on va avoir des changements dans telle ou telle région
du cerveau correspondant à, par exemple, une image visuelle dans le système visuel, une image auditive dans le système auditif, etc. Et quand c'est conscient, évidemment, dans l'espace de travail conscient dont on a parlé tout à l'heure. Donc il y a, si vous voulez, des systèmes de mémoire dans notre cerveau à tous les niveaux et pour des échelles de temps très différentes, à la fois du long terme et du court terme. Merci, mon cher professeur, pour cette démarche extrêmement enrichissante et stimulante. Et on ne saurait certainement pas contester cette orientation de la recherche que vous déterminez. Sa portée dans le domaine de l'intelligibilité du comportement est déjà une conquête importante, je dis un acquis important, et sans doute également dans la recherche thérapeutique, dans les troubles du comportement. Là, nous avons une base infiniment plus intéressante pour mieux ajuster les thérapeutiques, en particulier d'intervention, soit chirurgicale, soit chimique, soit autre. Il faut tout de même manifester une limite à cette démarche, et je voudrais vous proposer cette réflexion, c'est qu'il faut craindre à travers la matérialisation du phénomène du comportement et de la représentation, il faut craindre une conséquence déterminisante, c'est-à-dire un déterminisme du comportement que nous constatons de plus en plus dans les procès judiciaires. On a tendance à décriminaliser le criminel objectif, n'est-ce pas, qui a commis un acte coupable, en se référant à un certain nombre de facteurs du passé ou d'insuffisance matérielle, n'est-ce pas, dans sa physiologie ou dans sa physique ou dans ses gènes, etc., au point de déresponsabiliser la personne humaine. La limite de votre démarche serait-elle d'admettre qu'une responsabilité éthique procède d'une essence qui n'est pas forcément une traduction matérielle ou physiologique de ce même comportement? Écoutez, je vous remercie de votre question. Elle est évidemment extrêmement importante. D'abord, je peux vous dire tout de suite qu'en ce qui concerne l'essence, je n'accepte pas la notion d'essence, puisque je pense que, en fait, l'ensemble de nos comportements est à rechercher dans notre cerveau, mais aussi dans la relation entre le cerveau et son environnement. Donc, je pense que j'accepte l'ignorance, et vous pouvez me traiter d'ignorant, je l'accepte volontiers, d'avoir à faire intervenir des essences autres que la recherche telle qu'elle se présente dans notre domaine et dans celui des sciences humaines. Pardonnez-moi, je n'ai pas à faire cette hypothèse, elle ne s'impose pas, en ce qui me concerne, du moins. Je laisse les choses ouvertes. Je préfère dire je ne sais pas, je ne connais pas encore. Laissons le savoir progresser et nous instruire sur ces processus tels que vous les mentionnez. Alors vient la question du déterminisme que vous soulevez, qui est extrêmement importante. Je crois que vous soulevez là une question qui est majeure. D'abord, je voudrais dire qu'en ce qui concerne mon exposé, pour commencer là-dessus, l'espace conscient est un espace ouvert. Je ne l'ai peut-être pas dit suffisamment, mais si vous vous référez à mon livre qui s'appelle L'homme de vérité ou à d'autres écrits que j'ai pu faire sur ce sujet, et sur le style projectif, l'espace conscient est un espace où des activités spontanées sont susceptibles d'associer entre elles des territoires différents de notre cerveau, donc d'offrir des possibilités variées et diverses, et nous laisse, je dirais tout de suite, pour employer un terme que je n'ai pas utilisé pendant mon exposé, mais que j'utilise maintenant pour répondre à votre question, un espace de liberté. Cet espace de liberté, il est inscrit dans notre cerveau. Et je pense que c'est là un point extrêmement important. Si je vous ai parlé justement de l'empreinte génétique d'abord, épigénétique ensuite, je vous ai parlé d'un espace conscient où il y avait ces capacités de simulation, des capacités de représentation
et des capacités de choix. Quand je vous ai présenté cette expérience sur le tramway, je vous ai laissé libre de choisir. Et vous avez choisi spontanément et les traces que vous avez dans votre cerveau étaient différentes. Ce choix, c'est un choix libre. Je ne vous ai imposé aucun choix. Bon, ça n'enlève rien. Le fait que ça soit des activités matérielles de nos neurones n'enlève rien à notre responsabilité. Bon, j'aurais pu faire un exposé, j'ai évité de le faire, sur les bases neurales de la responsabilité morale. Bon, c'est un... j'ai fait des exposés où j'ai abordé ces questions-là. C'est un problème qui est d'ailleurs philosophiquement difficile et qui est neurobiologiquement encore plus difficile. Et je veux dire, la seule chose que je pourrais faire, c'est juxtaposer un certain nombre d'expériences ou de travaux qui sont en cours qui ne permettent pas d'avoir une vision globale. Mais je voudrais insister et revenir sur un point que vous avez soulevé, et permettez-moi de ne pas partager votre point de vue. Je pense que cette notion de responsabilité que justement vous avez soulevée permet d'aller dans le sens de ce que vous critiquez sur le plan du jugement judiciaire, du système judiciaire. Et j'ai été personnellement saisi il y a bien des années au moment de l'homme neuronal par l'école d'instruction des juges qui avait lieu à Bordeaux et par des criminologistes. Parce que pour eux, et pour vous aussi, et pour nous tous, la question est de savoir quand quelqu'un commet un crime, est-il conscient de ce crime? Est-il conscient de ce qu'il fait? Ou est-il dans un état mental qui est soit un état de démence, soit un état de suggestion par un environnement tel qu'il est poussé au crime en ayant perdu sa propre responsabilité des choses, il en prenait la distance par rapport aux choses qu'il est en train de faire. Et je pense que l'orientation actuelle de la justice essayait précisément de définir la responsabilité. Question posée que je vous pose, est-ce qu'un criminel qui est en état de démence, qui est un schizophrène, est-ce que prenons le système américain, qui est moins civilisé que le nôtre, je le dis tout de suite à cet égard, est-ce que vous le traînez à l'échafaud ou est-ce que vous le laissez, vous l'envoyez dans un hôpital psychiatrique? Pour ma part, la condamnation s'impose. La condamnation d'un malade psychiatrique. Elle s'impose, c'est-à-dire de retirer du champ de la responsabilité sociale. Ah ben non. La condamnation s'impose. Maintenant, l'exécution est un phénomène de civilisation, ils sont d'accord. Non, mais attention, c'est-à-dire que est-ce que vous acceptez, non, mais ne parlons pas de la peine de mort que personnellement je condamne et que je pense vous condamner et que nous tous condamnons, que malheureusement les États-Unis n'ont pas encore réussi à éliminer de tous leurs États, mais c'est en train de se faire, etc. Mais oublions ça. Mais est-ce que vous acceptez, par exemple, qu'il y a un crime qui est commis et cette personne se trouve être quelqu'un qui est sorti de l'asile il y a quelques jours et qui se trouve subitement faire une crise de démence. Bon, cette personne doit-elle être jugée en public, dans un jugement public, comme criminelle, ou doit-elle être mise à un hôpital psychiatrique et mise à l'écart du reste de la société, mais dans une condition où il est traité comme malade mental? Qu'est-ce que vous choisissez? Donc vous acceptez. Non, mais c'est une question d'éthique qui s'est posée, je vous dis tout de suite. Personnellement, je dois dire que je ne partage pas votre point de vue. Et je pense qu'effectivement, qu'un malade mental doit être d'abord, c'est peut-être que là il y a une ambiguïté sur le mot jugement, mais enfin il faut qu'il soit considéré comme malade mental. Et oui, mais c'est pas un jugement. Il ne passe pas en jugement public. Il n'y a pas un procureur, un juge qui vont dire qu'il est responsable ou pas.
C'est un problème. Bon, écoutez, chacun a ses positions. On est là pour en débattre. Et je respecte chaque opinion. Et je pense que dans ce domaine, il y a une réflexion à avoir. Et je pense que les criminologues s'intéressent beaucoup à cette question de la responsabilité et m'ont posé la question, à moi, un neurobiologiste, est-ce que vous avez un critère objectif qui vous permet de décider de la responsabilité de quelqu'un? Je dois vous dire que je réponds comme vous, je n'ai pas ce critère, et c'est très difficile d'accès. Entre le neurobiologiste, le neurophysiologiste et monsieur qui apparemment est de formation juriste, je suppose, il y a un milieu auquel je peux, en tant que modérateur, me positionner en tant que neurologue, parce que c'est nous, avec les psychiatres, qui voyons ces malades pour dire si oui ou non. Qu'est-ce que vous décidez? Eh bien, la vérité est entre les deux. La responsabilité peut être totale, peut être partielle. C'est vraiment une situation difficile. Le mot démence n'a pas du tout le même sens pour le juge et pour le médecin. Il y a déjà cet élément-là qui est extrêmement important. Et puis, entre dire que tout est au niveau de la biologie ou que tout est au niveau... Non, je sais. Et que, ou alors que c'est au niveau de la génétique et entre dire que tout est condamnable, il y a un champ dans lequel l'expert se situe et qui est celui de la responsabilité totale ou partielle ou de l'irresponsabilité carrément par rapport à un acte. Mais de là à condamner un schizophrène... Non. Non. Ah ben d'accord. On est d'accord sur tout ce que vous venez de dire. Bien. Au-delà de ce voyage dans les neurosciences, le professeur Changeux doit faire un vrai voyage. Il va prendre l'avion dans moins de 2 heures. Je le remercie énormément. Je le remercie énormément. Et puis, merci surtout de nous avoir fait une après-midi où les neurosciences ont rempli une telle salle. Écoutez, ça nous permet de ne pas être découragés et de penser qu'il y a la relève qui est là pour continuer. Je vous remercie. Et moi, merci beaucoup.